La plupart des caméras ou des appareils photo actuels sont équipés d'un système de stabilisation. C'est grâce à eux que nous sommes capables de faire des mouvements handheld B-roll sans utiliser un stabilisateur externe. Alors vous l'avez compris, cet épisode 17 portera sur le fonctionnement de cette stabilisation et les différents systèmes. On peut notamment en distinguer deux types distincts, la stabilisation optique et la stabilisation numérique. La stabilisation optique, c'est le type de stabilisation qui intervient lors de la prise de la vidéo ou de la photo. Il y a donc des éléments mécaniques avec lesquels on peut physiquement interagir qui permettent de compenser les tremblements que nous créons. Les différents types de stabilisation optique sont caractérisés par le nombre d'axes qu'elles sont capables de stabiliser. Ainsi, une stabilisation 5 axes permet de compenser les mouvements sur l'axe X, Y, tangage, roulis et lacet, soit en anglais Vertical, Horizontal, Pitch, Rolling and Yaw. Alors qu'une stabilisation 3 axes permet seulement de compenser les mouvements sur l'axe tangage, roulis et lacet. Les systèmes de stabilisation sont également définis par leur nombre de stops. Pour rappel, même si ça fait la 12e fois que je le rappelle dans cette série, un stop correspond à la multiplication ou la division par 2 de la quantité de lumière qui atteint le capteur. Dans le cas de la stabilisation, ça s'applique à la vitesse d'obturation. On en reparlera dans l'épisode sur les focales, mais en théorie, si la distance focale d'un objectif est de x, alors sa vitesse d'obturation minimum doit être de 1 sur x. Par exemple, pour un objectif 120 mm, la vitesse d'obturation minimale devrait être de 1 sur 120 secondes. Un système de stabilisation noté 5 stops permettrait donc de diviser la lumière par 2 5 fois grâce à la vitesse d'obturation, tout en permettant d'obtenir une image nette. Par rapport à notre exemple de tout à l'heure, on pourrait donc prendre une image nette à main levée avec une vitesse d'obturation réglée sur 1/3 de seconde grâce à la stabilisation 5 stops. On parle d'Optical Image Stabilizer en anglais, mais les noms peuvent varier en fonction des différentes marques, donc on ne s'attardera pas trop sur cet aspect. Dans le cas de la stabilisation dans l'objectif, une lentille flottante située à l'intérieur de l'objectif peut bouger sur le plan orthogonal de l'axe optique de l'objectif grâce à un jeu d'aimants. J'ai juste le jeu de miroir. Les rayons incidents se retrouvent donc sur une surface plus courbée ou plus plate, ce qui modifie l'angle du rayon réfracté pour lui permettre de toujours toucher le même point sur le capteur, dans l'idéal tout du moins. Les mouvements de caméra indésirés sont détectés grâce aux deux capteurs gyroscopiques placés perpendiculairement l'un à l'autre. Ils gèrent donc individuellement les axes X ou Y. Ce système permet de corriger uniquement l'angle de tangage et de lacet, et donc pas le roulis. Certains systèmes plus poussés permettent également de stabiliser l'axe vertical, mais comme toujours, c'est plus cher. Le désavantage principal de la stabilisation intra-objectif, ouais j'invente des mots moi, c'est de l'inspiration, on peut dire ça, oui ok. Bon, donc le problème principal de cette stabilisation dans l'objectif, c'est son coût. On ne peut pas utiliser le même système optique pour plusieurs objectifs différents. Par exemple, un objectif 50 mm Nikon aura donc un système de stabilisation différent d'un objectif 50 mm Sony, qui en aura un différent d'un 85 mm Sony. Le deuxième système qui est de plus en plus présent dans les boîtiers, c'est la stabilisation optique du capteur. Également surnommé In-Body Stabilization, car body signifie boîtier et in certainement une contraction anglaise de Inshallah. Bah oui, on l'avait dit que le capteur c'était un peu le dieu de notre caméra. La laïcité là, elle commence à être limite. Bref, cette fois-ci c'est le capteur photosensible lui-même qui bouge en fonction des informations envoyées par les deux capteurs gyroscopiques. Les mouvements du capteur doivent donc s'adapter à l'objectif utilisé et à sa focale. C'est pour ça qu'il faut parfois rentrer ces valeurs manuellement lorsqu'on utilise un objectif qui n'est pas de la marque officielle de notre boîtier. Dans le cas des réflexes, qui je le rappelle ont un miroir, la vidéo ou la photo capturée est donc plus stable que celle que l'on voit au travers du viseur optique avant l'enregistrement. Vous vous doutez bien que l'utilisation de ces deux systèmes de stabilisation optique en même temps peut poser des problèmes. Parce que les capteurs gyroscopiques envoient donc la même information aux deux systèmes qui contrebalancent alors 2 fois trop. Il faut donc désactiver la stabilisation de l'objectif ou du boîtier pour n'en avoir qu'un seul d'opérationnel. À moins que la stabilisation du capteur fonctionne en symbiose avec la stabilisation de l'objectif. Dans ce cas, on parle de Dual Stabilization. La stabilisation numérique ou stabilisation électronique fonctionne un peu différemment car elle agit seulement une fois que la vidéo a été prise. Donc pour la photographie, elle est inopérationnelle. Bon, j'ai peut-être été un peu violent avec mon titre de chapitre. Après tout, c'est quand même beaucoup mieux que rien et on l'a vu avec les nouvelles caméras d'action, parfois c'est même beaucoup mieux qu'une stabilisation optique. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus abordable que les systèmes de stabilisation qu'on a cités plus tôt. Encore une fois, on peut distinguer deux types de stabilisation numérique. Celle qui utilise les données du capteur gyroscopique de la caméra. Dans ce cas, le boîtier, le smartphone ou l'action cam s'occupent de contrebalancer les vibrations en se servant des informations fournies par ces derniers. Mais ça implique un recadrage ou crop plus ou moins important dans l'image.
Les informations issues de ces capteurs peuvent aussi faire partie du fichier vidéo, et dans ce cas, certains logiciels peuvent s'en servir pour stabiliser l'image en post-prod. C'est notamment le cas du logiciel Real Study Go utilisé par tous les pilotes de drones, qui se sert des données du gyroscope de la GoPro. L'ultime solution qui peut tout aussi bien sauver votre vidéo que lui donner un aspect tout à fait amateur, c'est la stabilisation numérique logicielle basée sur l'analyse de l'image. C'est l'effet stabilisation présent dans Premiere Pro, Final Cut, eMovie et tous les autres logiciels de montage. C'est évidemment la technique de stabilisation la moins efficace de toutes celles qu'on a citées. Je ne vais donc pas m'attarder longtemps dessus car ce guide est là pour vous expliquer le fonctionnement d'un boîtier et pas d'un logiciel. Mais c'est important de noter que dans le cas d'une stabilisation trop instable, cela peut donner un effet chamallow. Si avec ça vous n'avez pas toutes les cartes en main pour filmer quelqu'un de bourré, je comprends pas. En plus, je comprends pas pourquoi ma vision est aussi trouble alors qu'on m'avait dit que nos yeux étaient beaucoup plus efficaces qu'une stabilisation optique. L'accéléromètre, c'est une sorte de ressort qui mesure l'accélération dans un sens en calculant la position entre les éléments fixes et la masse mobile, puis en comparant ces données avec l'accélération 0. Pour un capteur gyroscopique, c'est un peu le même principe, mais il y a plus d'éléments qui ont la capacité de bouger, ce qui permet de mesurer les angles X, Y et l'inclinaison sur le même plan. Voilà, je vais garder cette petite partie nerd pour la fin car je savais qu'il n'y aurait plus grand monde pour écouter ces explications approximatives. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire. Pourquoi pas la partager, vous abonner, activer la cloche, etc. On se revoit demain pour le prochain épisode sur les objectifs. C'était Gast. Ciao!